Le débat de Smart Impact pour analyser ces enjeux de décarbonation du secteur du bâtiment. Je reçois Jean-Pierre Huette. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Vous merci. êtes président du comité scientifique de l'association Équilibre des énergies. À vos côtés, Sarah Westerfeld. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice générale de Bellastock. Tiens, je vais commencer avec vous. C'est quoi Bellastock? C'est une coopérative d'architectes, d'urbanistes, mais pas que, c'est ça? Oui, et d'ingénieurs également. Oui. Donc on a une petite dizaine d'années d'existence et donc on réunit une vingtaine de personnes autour de projets d'aménagement et autour du bâtiment. Et donc, en fait, on fait du réemploi de matériaux. En tout cas, en premier, c'est le réemploi de matériaux à l'échelle du bâti. Ça veut dire que tous vos projets sont marqués du saut, en quelque sorte, de l'économie circulaire et du réemploi, c'est ça? Exactement. Et donc, on intervient auprès des maîtrises d'ouvrage en assistance ou auprès des maîtrises d'œuvre en conseil. Pour généraliser le réemploi, on commence par un diagnostic du bâtiment qui va être réhabilité ou déconstruit. Et pour cibler le nombre de matériaux qui peuvent être sortis de la benne, donc qui ne rentrent pas dans le cas de figure de déchets. Et voilà, et après on accompagne pour toute la partie faisabilité et donc de toute partie logistique qu'il y a autour du réemploi de matériaux. Jean-Pierre Huette, présentez-nous Équilibre des énergies, association présidée par l'ancien ministre de l'Environnement Brice Lalonde. C'est quoi, quelles sont vos missions? Écoutez, c'est ce qu'on appelle en bon français un think tank, c'est-à-dire qu'on est un cercle de réflexion qui est essentiellement constitué d'entreprises. C'est-à-dire qu'on réfléchit aux mesures concrètes qui sont de nature à accélérer la décarbonation, c'est-à-dire la sortie des énergies fossiles, dans les secteurs des transports, aériens, routiers, du bâtiment, mais disons sans porter impact à la croissance et à l'activité économique. Et vous comprenez que ce qui n'est pas forcément, l'équation n'est pas forcément simple à tenir. Il y a la loi de programmation sur l'énergie et le climat qui s'annonce. Vous venez de faire des propositions autour justement de la décarbonation du bâtiment, puisque c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Déjà, le défi en soi, il est immense pour ce secteur. Il est immense, si vous voulez. Pour les Français, on considère qu'il y a deux grands défis. Il y a le problème des transports avec le défi du véhicule électrique, ce qui est en soi un gros problème, mais qui est assez bien engagé. Et puis, à peu près de même ordre de grandeur comme problème, il y a le problème de la sortie des énergies fossiles. Je rappelle quand même qu'on a vécu pendant des années d'abord sur le charbon, puis sur le fioul, puis sur le gaz, et maintenant on voit qu'il faut en sortir à la fois pour des raisons climatiques et aussi des raisons de dépendance. Ouais, avec un objectif qui s'affiche sur notre écran, on passait de 64 millions de tonnes de CO2 produites par le secteur du bâtiment en 2022 à 30 millions en 2030. Ce n'est pas nos chiffres, hein, ça, ce sont des chiffres officiels du secrétariat général à la programmation écologique. Mais c'est pour ça que je disais défi immense. Immense. Il faut prendre la mesure de ça. Donc aujourd'hui, il y a des résultats. On est quand même dans une bonne trajectoire, mais il faut accélérer. Et donc, par conséquent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si on veut sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire décarboner pour des raisons climatiques, il faut prendre des mesures appropriées. Est-ce que ça vous semble réaliste, Sarah Westerfeld, un tel objectif, passer de 64 millions de tonnes par an à 30 millions? Il faut s'en donner les moyens et pour ça, on a besoin des politiques pour développer la rédaction des marchés notamment, intégrer le réemploi par exemple. Le réemploi, sur l'analyse de cycle de vie du bâtiment, on est à zéro en émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la réglementation environnementale 2020 qui a amené cette analyse. Et donc forcément, quand on sait que les matériaux de réemploi représentent 3 à 7 fois moins d'impact que les matériaux neufs, ça contribue. Ok, mais est-ce que, sur l'objectif, on est tous d'accord, mais sur l'état de préparation du secteur, vous qui êtes en relation directe, est-ce qu'ils sont acculturés? 2, ça représente quoi l'économie circulaire ou le réemploi dans le secteur du bâtiment? 1%. Donc 1%, c'est bien, ça donne une gamme de progression énorme. À l'échelle européenne, c'est 1%. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à faire, mais on est sur un domaine qui est quand même très innovant. On a beaucoup de mal à imaginer et à voir ce que va être un peu le futur à moyen terme, mais les acteurs sont quand même prégnants là-dedans, que ce soit les assureurs, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre. On a un syndicat du réemploi qui est né également, qui permet aussi ces échanges-là. Et forcément, on est obligé d'y venir.
quand on voit qu'on a autant de mal à se procurer des matières premières. Oui, et puis on parlait de souveraineté alimentaire dans la première partie de l'émission, c'est aussi un levier de souveraineté. Jean-Pierre Huyette, je reviens à vos propositions. Vous prenez une politique plus incitative. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets des formes que ça pourrait prendre ? Écoutez, j'ai fait tout à l'heure un parallèle avec le secteur de l'automobile. Oui. Dans le secteur de l'automobile, il y a une mesure qui a très bien marché, qui a été comprise par les Français, c'est la prime à la conversion. Vous avez une voiture un peu ancienne, qui fonctionne au diesel, ce que vous voulez, on vous verse sur certaines sommes si vous changez de véhicule pour un véhicule électrique, un véhicule à basse émission. Faisons la même chose dans le domaine des chaudières. Il y a des chaudières, et encore des millions de chaudières à fioul ou à gaz chez les Français. On ne dit pas qu'il faut le faire en 5 minutes, mais au moins envoyons-le un signal clair. Disons, par exemple, pendant 3 ans, vous pourrez bénéficier d'un tel montant si vous passez à une solution décarbonée. C'est mieux que l'interdiction des chaudières à gaz qui avait été évoquée. Écoutez, finalement, le gouvernement a fait marche arrière. Bon. Oui, c'est une idée de l'Europe qui a été débattue en Allemagne. Bon, peut-être qu'il faudra y venir un jour. Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. On dit aujourd'hui qu'il faut désinciter aussi l'usage du fioul et du gaz. Parce qu'il y a encore des avantages fiscaux qui subsistent. Donc désinciter d'un côté et inciter de l'autre. Et on verra ce que ça donne. Et il faut aussi parler un langage commun. Pour vous, le critère de référence, c'est quoi? Ces émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dont on parlait tout à l'heure? L'émission des gaz à effet de serre, c'est quand même assez évident parce que c'est directement lié aux énergies fossiles. Si vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre par la réglementation et l'incitation, vous incitez le consommateur à sortir des énergies fossiles, avantage climatique et avantage aussi stratégique, parce que les Français ont les mémoires courtes, mais il faut quand même se rappeler de la crise du gaz il y a moins d'1 an, où les prix à la frontière de la France ont été multipliés par 10. Bon, alors il y a eu le bouclier tarifaire et peut-être que les Français n'ont pas tout à fait réalisé l'ampleur du problème qui se posait. Oui, et on peut d'ailleurs se poser aussi la même question sur le prix du carburant et les ristournes qui sont... Voilà. On peut dire, est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé c'est le rôle des politiques à accentuer la transition. De manager tout ça. Je vous pose la même question sur l'état de préparation du secteur du bâtiment. Parce que, par exemple, on voit que pour mettre en œuvre MaPrimeRénov', alors on peut discuter de la complexité de MaPrimeRénov', le fait de la simplifier, etc., mais que, par exemple, il n'y a pas suffisamment d'artisans labellisés, que c'était compliqué de les trouver. Enfin, est-ce que pour vous, le secteur est prêt à accélérer à ce point dans sa transformation? Il est partiellement prêt, mais il faut l'aider. Si vous voulez, il y a effectivement tout un écosystème d'installateurs, de chaudières, mais qui peuvent monter en gamme. Tous ces gens-là ont une compétence. Et pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas passés, par exemple, de la chaudière à la pompe à chaleur? C'est pas du tout insurmontable. Seulement, il faut les aider, il faut qu'ils reçoivent la formation adaptée. Et donc ça, c'est le rôle à la fois des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, parce qu'on a besoin de formation de formateurs. Voilà, pour pouvoir démultiplier ce changement. Donc, on est bien conscient de la difficulté. On ne dit pas que ça va se faire en 3 minutes. C'est une affaire de plusieurs années, mais il faut que le discours soit clair. Qu'on donne un cap et que le discours soit clair. Un peu la même question, Sarah Westerfeld. C'est une question générale sur ce que vous attendez, vous, de l'action publique. Pour vous, le levier le plus efficace pour décarboner le bâtiment, ce serait quoi? Vu de votre regard d'intermédiaire avec ce secteur en tant qu'architecte. Je rebondis notamment sur les formations, parce que finalement, former aussi les personnes sachantes autour du réemploi, c'est très important. Donc en fait, dynamiser la filière du réemploi. On a déjà eu la REP, donc la responsabilité élargie aux producteurs, qui a permis de dynamiser la filière du recyclage. Donc on avait un peu le réemploi qui était un peu oublié. Donc on attend aussi ça. Et c'est donc de créer des synergies qui sont foncières, bien sûr, parce qu'on a besoin de stocker ces matériaux de réemploi, de dynamiser aussi le flux, donc la rencontre de l'offre et de la demande, parce que finalement on a quand même beaucoup d'offres de matériaux de réemploi, mais la demande beaucoup moins. Et également, donc et on sait qu'en plus le réemploi, au-delà de l'aspect écologique et énergétique, est à forte valeur socio-économique. Ça permet de démultiplier les emplois sur l'échelle locale. Ça peut représenter quel pourcentage des matériaux sur un chantier de rénovation, par exemple? C'est difficile à dire, en moyenne. moyenne. Ça va dépendre des chantiers, etc., évidemment. Bien sûr. Mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 10%, de 60%? On est dans quelle fourchette? Sur un chantier en particulier, on est là plutôt de 10%. En moyenne, bien sûr. Et après, ça va dépendre des matériaux qui seront présents sur site. On réemploie par exemple très très bien les charpentes métalliques. On a
eu plusieurs allers-retours avec les bureaux de contrôle et les assurances. Donc c'est toujours adapté, bien sûr, en fonction des chantiers, en fonction de la réutilisation qu'on va en faire, enfin du réemploi qu'on va en faire. Ouais. Et après, il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont facilement réemployables. On parle par exemple des garde-corps qui ne vont pas bouger, par exemple, des radiateurs qu'il faut potentiellement ressabler. Et en France, on a plus de 250 acteurs, revendeurs de matériaux qui ont un savoir-faire, et qui demandent qu'une chose, c'est de le transmettre. Donc il faut mettre en contact les différents acteurs. Jean-Pierre Ouette, il y a un dernier thème dont je voudrais parler, et qui concerne tous les propriétaires, les diagnostics de performance énergétique, les DPE qui entrent en vigueur petit à petit, qui vont devenir de plus en plus contraignants. Votre avis, est-ce que c'est le meilleur outil pour inciter les propriétaires à rénover leur maison ou leur appartement? Alors d'abord, est-ce que c'est un bon outil? Il a été amélioré fortement, puisque le nouveau DPE qui est entré en vigueur en 2021 représente quand même un progrès très substantiel. Mais il y a encore des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des anomalies qu'on a parfaitement identifiées, qui sont liées, c'est un peu technique, mais à des coefficients qui sont mal calibrés, etc. Mais ceci dit, nous, on considère que c'est quand même dans cette direction-là qu'il faut aller, parce qu'on considère que la rénovation du bâtiment ne se fera pas en une seule fois. C'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'on peut passer d'un logement G à un logement B. Donc il faut baliser le chemin. Il faut baliser le progrès et soutenir en conséquence. Oui, parce que là aussi, on ne le sait pas forcément, mais je crois de mémoire, il y a 2 millions de propriétaires, entre guillemets, pauvres en France, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens, parce qu'on dit propriétaire, on a toujours l'impression que quelqu'un est très riche, mais il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne se chauffent pas comme ils aimeraient pouvoir se chauffer, donc on a besoin effectivement de les soutenir, et cette proportion a augmenté ces temps derniers, donc par conséquent, on est bien conscient de ça, donc c'est vraiment le rôle de la politique publique qui le fait quand même, il ne faut pas exagérer. Dans les aides publiques, vous avez une forte prééminence des aides vers les catégories sociales les moins favorisées. Donc il faut aller dans cette direction-là, mais nous on dit qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas vouloir tout de suite passer d'une situation qui est quand même souvent fortement dégradée à une situation où tout serait merveilleux, à l'équivalent de logement neuf. Donc nous on dit qu'il faut baliser, il faut avoir une roadmap balisée par le DPE. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était très intéressant. Je vous dis à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.